Alors aujourd'hui, on va faire une petite livraison de hauling stellaire, interstellaire même, puisque l'objectif c'est de ramener des marchandises qu'on a récupérées à Stanton vers la station, Ruin Station de Pyro. Donc le fait est que le fixe des bugs est tombé samedi matin, je crois, pour ce qui concerne les bugs qui eh bien, avaient tendance un petit peu à verrouiller l'Ironclad. Et donc là, l'objectif, c'est un petit peu de voir si les différents bugs qui causaient problème sur ce vaisseau ont été résolus. Et on sait que, en particulier, posait problème le fait que, tout simplement, eh bien, il était difficile de faire des sauts interstellaires, il était difficile de faire même des sauts stellaires, hein, des sauts quantum normaux. Donc l'avantage de la mission de hauling interstellaire, c'est que ça oblige de faire une multitude de sauts. Et précisément, du coup, après cette petite récupération de marchandises en station, eh bien, on pourra commencer à faire ces sauts pour eh bien, faire un état des lieux du fonctionnement de ce Ironclad. Alors j'avais précédemment fait une vidéo de hauling planétaire et une vidéo de hauling stellaire avec ce même Ironclad. Et le bilan était, pour faire très rapide, que le vaisseau, même en version pré-fixe, donc dans sa version initiale, fonctionnait très bien en mode hauling planétaire, puisque l'exigence pour survivre, c'est d'enlever son casque, et que quand on fait du hauling planétaire entre une station spatiale et une ville comme New Babbage, finalement, on n'a jamais besoin de mettre son casque. Du coup, on garde son casque enlevé et on risque pas d'être blessé. Tandis que en hauling stellaire, c'était en revanche un petit peu plus compliqué parce que en hauling stellaire, forcément, on doit sortir de son vaisseau pour récupérer des caisses comme je viens de le faire là, par exemple, sur la station Port Tressler, ce qui nécessite de mettre le casque. Donc il faut penser à mettre le casque quand on sort, à enlever le casque quand on rentre, ce qui est pas très contraignant, pas une contrainte extrêmement importante. Mais ces missions, les missions d'hauling, c'est des missions qu'on fait quand même avant tout pour se détendre, pour se relaxer, où on n'est pas nécessairement ultra concentré, ultra focus. Et donc, eh bien, un petit manque d'attention est rapidement arrivé. Le problème, c'est que ce manque d'attention, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire soit en allant sans casque à l'extérieur dans l'espace, soit en allant avec casque à l'intérieur du vaisseau, eh bien c'est la mort en 3 secondes. Donc il faut réagir très vite et faire les haltages très très vite. Donc voilà, il y avait ce problème sur les missions donc stellaires qui était qu'il fallait être très attentif sur ce point-là. L'autre problème étant que, eh bien, je l'avais montré dans ma mission de livraison stellaire, c'est que quand on faisait des Quantum Drive, systématiquement, lorsque on était en cours de saut Quantum ou lorsqu'on arrivait à destination d'un saut Quantum, comme beaucoup de gens qui l'ont testé ce vaisseau le savent, eh bien le module de commande se détachait. Et donc ça voulait dire que assez systématiquement on devait faire les manips pour relancer le module de commande, enfin rattacher plutôt le module de commande, réinitier le saut quantum, refaire le saut quantum. Ce qui pouvait être un petit peu fatigant, faut le dire, puisque on perdait rapidement 15, 20, 25 minutes sur le nombre de sauts qu'on avait à faire des opérations de rattachement, sachant que il
pouvait aussi y avoir des interruptions de saut quantum sans même détachement. Donc voilà, à chaque saut, il y avait des problèmes. Donc ce fixe, qui est tombé donc le samedi 6 juin, il était censé résoudre l'intégralité des problèmes, dont moi celui qui me dérangeait le plus, c'était vraiment ce bug des détachements en saut quantum du module de commande et d'interruption des sauts quantum. Donc là évidemment on va pouvoir voir si ce problème a été résolu. Donc là on a une belle expérimentation avec ce saut de 65 GM depuis la station Port-Tressler jusqu'à la porte Pirot, puisque là l'objectif c'est de faire une livraison à Pirot. Donc là on profite un petit peu de la beauté de ce paysage, de la beauté de ce vaisseau plus que du paysage d'ailleurs. Toujours beaucoup de caractère, le design de ce Ironclad, moi il me plaît beaucoup. Je sais qu'il plaît aussi à beaucoup d'autres joueurs, hein, ce design. Ce design rétro-futuriste à la Alien, évidemment ça a frustré beaucoup de gens de voir que ce vaisseau, eh bien, il est magnifique, il est bien conçu dans son intérieur, mais il était difficile à utiliser, il y a eu beaucoup d'ont dit inutilisable, moi j'aurais plutôt dit difficile à utiliser. Donc on va voir si tout va mieux, on va voir si les choses s'arrangent. Alors j'hésite à passer en vue intérieure, parce que jusqu'à présent, quand on était en saut quantum, on était un peu paranoïaque, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on avait des sauts, la moindre manif pouvait déclencher des déconnexions du module de commande, et donc moi j'ai tendance à ne faire de prendre aucune initiative tant que je suis en saut quantum, parce que le moindre appui sur une touche, j'ai peur que ça nous décroche. Cela dit, le trajet est long, donc là on va se permettre de tenter le coup. Jusqu'à présent, c'était très rare de faire 40 GM sans interruption du saut quantum, donc c'est quand même bon signe, faut le dire. Là en plus, si on peut aller faire une petite balade sans qu'il y ait de soucis, c'est vraiment coup double. Donc là on profite un peu des quartiers du capitaine. On se rend compte que j'ai laissé un beau bordel dans ce vaisseau. Ça c'est la preuve qu'il n'a pas explosé depuis longtemps, parce que j'y étais pas allé depuis un bon moment dans ces quartiers du capitaine. C'est aussi la preuve que la persistance fonctionne bien. Ça doit faire 4-5 jours que les canettes sont là. Là je vais ouvrir mon inventaire, en fait, qu'on a à proximité d'un placard. On dirait que ça ouvre l'inventaire de proximité, l'inventaire du placard. Voilà, on s'hydrate, toujours important quand on est un livreur, beaucoup de travail. Aussi je vais m'hydrater d'ailleurs. Le siège du capitaine. La petite caméra de couloir qui s'active sur l'écran là. Bon, évidemment là il n'y a pas beaucoup de passagers, il n'y a que moi, donc la caméra de sécurité n'est pas particulièrement utile. Petit cigare qui fait du bien. Bon, on n'a pas grand monde avec qui jouer aux échecs aussi. Bon, là j'essaie de sortir, là, j'essaie de faire pivoter le siège, c'est pas évident. Faut trouver le bon endroit. Et on pose le cigare qui rentre en fusion avec
le bureau et on va se rediriger vers le module de commande parce qu'on doit être arrivé à destination. Et bonne nouvelle pour ceux qui ont testé l'Ironclad jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a eu aucun problème, aucune interruption du Quantum Jump, aucune déconnexion du module de commande. Donc c'est très bon signe. C'est très bon signe. Ça veut sans doute dire que on devrait pouvoir se servir de l'Ironclad à l'avenir, plus tranquillement, plus sereinement, sans se dire qu'on perdra. Ah voilà, ça c'est toujours très beau. Quand on est à la porte de Pyro, c'est quand même une zone super réussie, super bien réussie. Les portes en général, le design qu'ils ont conçu est assez magnifique. Et là évidemment le jeu de couleurs qu'ils ont conçu, le mélange entre le orange de Pyro et le bleu de Stanton, c'est quand même assez magnifique. On pourra dire ce qu'on veut sur Star Citizen, mais les designers ont quand même énormément de talent. Les designers de chip, les designers environnementaux. C'est quand même un jeu qui est d'une rare beauté, faut le dire. D'une rare beauté avec une technique qui est à la hauteur du design. Ce qui est rare, finalement. On a souvent des jeux avec une belle technique qui ont un design moyen, qui ont un design parfois un peu fade. Crimson Desert, on pense à toi. Puis on a des jeux avec un très beau design qui ont une technique moyenne. Pas mal de jeux indés qu'ils doivent faire avec les moyens qu'ils ont et qui donc du coup ont des artistes extrêmement talentueux mais pas nécessairement les moyens pour donner une technique à la hauteur de ces artistes. Je donnerai pas d'exemple pour pas m'en prendre plein la gueule par la suite, mais là on a là un peu la réunion des deux quoi. Et c'est vrai que Star Citizen c'est quand même un jeu aussi de gens contemplatifs, je pense. C'est une partie de la communauté. Les gens qui aiment bien jouer à des jeux qui en foutent plein la gueule graphiquement quoi. C'est peut-être quelque chose qui est moins répandu dans la communauté des joueurs ça aujourd'hui. Quelque chose qui était très important dans les années à la fin des années 90, début des années 2000. La technique des jeux, ça faisait partie vraiment des qualités qu'on attendait d'un jeu vidéo, le fait que les visuels soient novateurs, que la technique soit à l'avant-garde. Maintenant les joueurs sont un peu moins attentifs à ça, peut-être un peu plus focalisés sur le gameplay, alors que c'est une mauvaise chose, je pense pas nécessairement, mais c'est vrai que du coup, quand on est consommateur de jeux vidéo et qu'on apprécie l'innovation technique, on est un peu moins de surprise de ce côté-là depuis une dizaine d'années. On a un peu l'impression d'avoir atteint une sorte de plafond depuis Red Dead, depuis Cyberpunk. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de jeux finalement qui ont dépassé Red Dead techniquement, oui, mais qui ont dépassé Cyberpunk. Techniquement, c'est un jeu de 2021, je ne peux pas en citer énormément. J'ai rejoué récemment au DLC La Phantom Liberty avec le Path Tracing. Je disais qu'il n'y avait vraiment rien qui était à la hauteur encore. Enfin, où il y avait des jeux de lumière et un système de Path Tracing aussi impressionnant. C'est toujours le top. Bon alors là, qu'est-ce qui se passe ? Je galère tout simplement à activer le jump.
le jump interstellaire. Le jump module fait pas son boulot. Donc ça, la question qui se pose, c'est évidemment, est-ce que c'est un bug du Ironclad, le fait que j'arrive pas à lancer mon saut vers Pyro. Je serais tenté de dire non, parce que il y a beaucoup de vaisseaux avec lesquels, c'est pour ça que j'insiste, hein, avec lesquels je dois beaucoup justement insister, faire des manipulations avant d'arriver à lancer le saut. J'en fais pas très très souvent aussi, hein, des sauts interstellaires, donc je connais pas exactement l'ordre des manips, j'y vais un petit peu au feeling. Et j'ai souvent un petit peu des difficultés à les lancer. Et donc là je m'étais bien mis en nav mode avant. J'y suis plus, mais avant j'étais en mode nav, donc je repasse en mode nav. Là je suis tout close, donc il va falloir que je m'éloigne un peu. Qu'on fait un peu de marche arrière. Normalement là le truc devait s'initier, ça s'initie pas. Mais encore une fois, je pense pas que c'est un problème d'Ironclad. C'est un problème du fait que parfois les jump points ne marchent pas comme ils devraient marcher. Ça combiné au fait que je fais sans doute pas exactement les manips dans le bon ordre. Il faudra que je lise un guide. Voilà, j'avais étudié le comment survivre à l'Ironclad. Il faudra que je regarde un guide, comment réussir ses sauts rapidement. Comment réussir ses sauts rapidement entre les différents systèmes de Star Citizen. Parce que là, évidemment, quand ça fait 5-10 minutes qu'on est en train de tenter un saut, ça peut devenir un peu ennuyeux, j'avoue. Mais je garde confiance. Parce qu'en général, avec un peu d'insistance, ça finit par marcher. Bon, l'avantage sur une vidéo YouTube, c'est qu'on peut passer en avance rapide. Hein. Je vais pas faire d'édit. Mais voilà, je pense que je finirai par y arriver. De toute façon, je le uploaderai pas hein, si j'y arrive pas. Donc si elle est sur YouTube, c'est que j'ai réussi à faire ce saut. Donc on va essayer de désactiver le module et de le réactiver. Ça marche pas. Clairement un souci. Ouais, là je me fais rejeter. Je vérifie que je suis bien positionné, hein, je suis bien dans la bonne trajectoire. Le jump module est bien là. Parce qu'il y a eu plein de fois où en fait j'arrivais pas à faire le saut et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que mon vaisseau n'avait pas de jump module. Ça c'est le grand classique. Donc on va essayer de l'éteindre, de le rallumer. Ah ben ça marche pas, on peut pas le rallumer. Bon. Ok, on l'a rallumé. Il se passe toujours rien. On éteint la machine. Parfois, c'est tout simplement ça qu'il faut. Et oui! Voilà, j'aurais pu gagner 10 minutes en pensant tout simplement à éteindre, rallumer le moteur. Ce qui prouve que c'était pas un bug Ironclad, que c'était un bug Star Citizen classique. C'est vrai que c'est le truc à faire en premier en fait, de relancer la machine. J'y ai pas pensé. C'est pour ça qu'on perd du temps dans ce jeu. On rencontre toujours des bugs improbables qui sont solubles, mais faut être patient. Voilà, c'est parti avec la superbe musique.
je me souviens des beaux moments de Star Citizen quand même. Un de mes plus beaux moments, c'est le moment où Pyro a été lancé, où tout le monde s'est réuni à la porte pour aller à Pyro, où il y avait un embouteillage pas possible. Et que on passait un par un et qu'on découvrait tous cette musique d'attente. Et voilà, ce trou de verre, visuellement, c'est quand même quelque chose aussi. Alors c'était peut-être un écran de chargement bien designé, mais moi je trouve que ça rend très bien cette présentation du passage entre les systèmes. Ouais, avec cette musique là, quand on faisait le chemin et qu'on allait vers ce système dont on entendait parler depuis plusieurs années, on était assez excités. Et puis le monde qu'il y avait devant la porte, c'était impressionnant. Et voilà, premier saut réussi, interstellaire, avec le Ironclad. Alors j'avais bien sûr essayé avant le bug fixe. Ça n'avait pas marché. Donc voilà autre chose qui a été notre bug qui a été résolu par ce patch. Oui, j'ai lu quand même que ce patch n'avait rien résolu. Je pense qu'encore une fois, il y a eu un petit peu d'exagération dans la communauté. De toute façon, sans vouloir offenser personne, dans la communauté de Star Citizen, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'excès, aussi bien en positif qu'en négatif. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à s'enflammer énormément sur des annonces de vaisseaux, des annonces d'innovation technique qui sautent au plafond. En général, moi je reste assez circonspect quand je vois la nouvelle technologie de construction de planètes, de conception de planètes. Je me dis, oh, ça ne sera pas là avant 4 ans. Les projets de crafting planétaire, les projets de crafting de stations spatiales. Là aussi, je suis toujours, sceptique. Je me dis que ce sera pour dans peut-être une dizaine d'années. Mais bon. Il y en a qui s'emballent direct. Et évidemment, quand des choses sortent et ne sortent pas bien sûr, ou sortent dans un état moyen, ils sont d'autant plus déçus. Et la grandeur de leur déception fait que leur réaction est parfois un petit peu excessive. Donc là, on voit évidemment beaucoup de posts sur Reddit disant que ce hotfix n'a rien résolu concernant le Ironclad. Je pense que cette vidéo, mise en parallèle avec mes vidéos avant fixe, permet assez simplement de prouver le contraire. Évidemment, Pyro c'est grand. Donc là, le trajet, c'est tout de suite beaucoup plus long. Ça aussi, les missions de hauling interstellaire, finalement, c'est pas extrêmement rentable. Je le disais dans une autre vidéo, l'économie du hauling, je suis pas très fan de comment elle est conçue. Au sens où elle valorise énormément le stack de contrats planétaires, le stack de contrats sur des petites distances. En somme, vaut mieux stacker 5-6 contrats de transport de 20 SCU que de faire un contrat interstellaire de 700-800 SCU. Je vois que quand je faisais les contrats de hauling planétaire, Junior, Covalex, je pouvais en stacker 6 et me faire 600 000 parce que chaque contrat était de 100 000, un truc comme ça, 90 000 en très peu de temps parce que c'était du hauling planétaire. Là,
c'est du hauling interstellaire, donc on voit, hein, ça prend du temps. Il faut aller à la porte, il faut traverser la porte, ensuite il faut refaire 80 000, 80 GM, après en avoir fait 60 avant. Donc ça fait quand même 140 GM plus le saut. On transporte, bon là c'est pas énorme, on transporte à peu près 430, mais au final ça paye combien? 200? Peut-être 300? 2 fois moins que stacker 6 contrats en vol planétaire pour un truc qui prend 2 fois plus de temps. Donc ça incite pas à faire de l'interstellaire, quoi. Alors je sais, c'est une mission rookie, c'est vrai. Mais voilà, ça devrait pas être moins rentable que du stellaire junior, quoi, je trouve, que du planétaire junior, je trouve. Du coup, on est incité à répéter toujours les mêmes missions planétaires, alors que le hauling devrait plutôt être incité à faire de la longue distance, hein, quand on a des beaux vaisseaux comme ça. Alors là, je prends du matos pour faire de la réparation parce que mon vaisseau est bien abîmé. Je mets les canistères, mais je me rends compte que j'ai pas... Ouais, j'ai pas le mode réparation sur le multitool. Donc je vais pas pouvoir faire ça. J'essaie d'en profiter pour voir si j'ai pas des petites pièces rajoutées sur les armes. J'ai fait quelques missions FPS avant. Manifestement, j'ai rien chopé d'intéressant. Toujours aucun bug. Donc ça n'est jamais arrivé avant le fixe. C'était impossible, hein, d'espérer faire 140 GM sans déconnexion sans blocage du saut quantum, sans déconnexion du module de commande. Ça c'est une très bonne chose, très bonne nouvelle. Un problème résolu. Voilà, on arrive sur Terminus. C'est sympa de voir ces planètes de Pyro, ça change un peu de celle de Stanton. D'ailleurs, celle de Terminus a aussi une musique qui est extra. Ah, elle se coupe arrivée à la station, évidemment. Terminus, petit clin d'œil à Fondation, dont on reparle, œuvre majeure dont on reparle évidemment avec la sortie de la série. Série qui a des magnifiques costumes, magnifiques décors, avec des décors d'inspiration assez soviétiques, assez communistes. Doit être un clin d'œil à Asimov. Les peintures, les architectures d'intérieur font beaucoup penser au style socialiste soviétique. Les acteurs sont très bien, elle a énormément de qualité cette série, les acteurs sont très bien, les visuels sont excellents, les effets spéciaux sont excellents, les décors sont excellents. Ouais, les acteurs sont convaincants, l'empereur, Harry Seldon, le robot. Ouais, c'est un bon casting dans l'ensemble. Mais bizarrement, alors j'ai regardé pour l'instant que les 3 premiers épisodes, j'ai pas énormément avancé. Je la regarderai évidemment en entier. C'est une bonne série, hein, je dis pas. Mais il y a quelque chose qui fait que je m'attendais vraiment à quelque chose d'excellent. Et je trouve pas ça excellent non plus. Je trouve qu'il y a un petit problème de rythme. Je suis pas du tout un fan des séries frénétiques dans le rythme, mais je trouve qu'il y a un peu des longueurs dans cette série.
y a un truc qui me dérange, j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus pour l'instant. Faut que je continue, je me ferai un avis un peu plus construit avec le temps, je pense. Bon, alors ça fait très longtemps que je suis pas allé dans les stations de pyro. Parce que depuis la 4.8 et même en 4.7, j'étais pas beaucoup allé sur pyro. J'étais plus sur Stanton NX. Et je me souviens plus de où sont les zones de cargo sur ces stations de pyro et notamment sur Ruin Station. Donc là, je tourne un peu en rond pour essayer de trouver ces zones de cargo. Ce qui aide pas évidemment, c'est que l'obscurité est totale. Sachant que moi je joue avec une gamma et un contraste assez obscur pour avoir un petit peu l'impression d'être dans l'espace quand même, donc ça aide pas pour trouver des endroits extrêmement précis. Je vais continuer de chercher un peu, puis si je trouve pas, j'irai dans un hangar. On va dire que je suis même pas sûr qu'il y ait une zone de dépôt de cargo extérieure, mais je pense quand même que ça doit être le cas. Quand même une belle station, la Ruin Station. Ah, la planète derrière là, ça donne bien. Et par contre les stations de pyro, elles sont plus exigeantes au niveau matos informatique. Le framerate est plus bas à proximité des stations de pyro que à proximité des stations de Stanton. Bon, avec mon matos ça va, parce que quand je suis proche des stations Stanton, je dois être à 120. Là je descends à 70-80. Mais c'est vrai que si on a... Avant j'avais une carte 3D un peu plus modeste. Bon là c'est une 5090, donc évidemment c'est un peu difficile de faire moins modeste, mais avant j'avais quoi, une 3090. Et c'est vrai que dans Pyro, elle peinait un peu quand on arrivait sur ces zones de station là. Bon, quand je dis elle peinait un peu, j'étais pas à 30 fps comme au début de Star Citizen, hein. C'est juste que ça descendait un peu des 60. Ça descendait aux alentours de 50, 40. Ce qui est pas catastrophique pour un jeu spatial, hein. C'est comme Flight Simulator, on n'a pas besoin d'avoir 120 fps dans ce jeu. C'est pas un fast fps quoi, c'est pas Doom. Toujours ces petits problèmes de lumière. Parfois, ça bascule entre très obscur et très clair, on sait pas trop pourquoi. Je ne trouve pas les zones de dépôt de cargo. Bon, ça permet l'avantage de faire un peu de tourisme, hein, d'admirer Ruin Station. Et oui, on comprend pourquoi elle est exigeante en termes de hardware, cette station, c'est qu'elle fourmille de détails. Quand on compare au minimalisme des stations de Stanton qui sont, on comprend, elles ont été conçues à une époque où le matos était beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins performant, hein, tout simplement. On devait en être au 2080 quand les stations de Stanton ont été conçues, donc on pouvait pas proposer ce type de station quand les plus modernes c'était les 2080, ce qui veut dire qu'il y avait encore beaucoup de 980 dans le parc des joueurs, et ça n'aurait jamais tourné sur ce parc informatique. Bon, du coup j'ai appelé un hangar, hein, parce que
sinon j'allais tourner en rond pendant 1 heure. Ouais, elles sont quand même extrêmement obscures ces stations. Ça donne envie de monter sa gamme. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand le ciel spatial est noir, quoi. Et là j'ai fait un réglage de luminosité contraste qui arrive à rendre un ciel spatial à peu près noir. Ce qui n'est pas forcément le cas par défaut. Allez, on se pose. Oups là. On se pose pas très élégamment. Voilà, parfait. On répare parce que le vaisseau a été bien abîmé au cours d'une péripétie. Pas évident à piloter quand même. Je restocke pas les munitions parce que je m'en sers pas du tout pour des combats ce vaisseau. Oui, il est pas évident à piloter, en particulier en spatial parce que il a énormément d'inertie. Donc quand on arrive en nave sur une station et que on va un petit peu vite, et avec l'Ironclad je veux dire un petit peu vite, c'est à 500, 400, et ben en fait faut anticiper de plusieurs kilomètres pour s'arrêter et se poser en station, vraiment quoi. Et quand on n'a pas ça à l'esprit, on peut se retrouver avec des mésaventures c'est ce qui m'est arrivé, de heurter assez fort la station parce que malgré un freinage d'urgence, on n'arrive pas à l'arrêter avant d'arriver dans un mur. Donc là, sur la mission précédente, j'ai bien eu peur de faire exploser mon vaisseau. Ça n'a pas été le cas, mais il a pris un petit peu de dégâts. Voilà, on va monter pour déposer. Désolé pour le bruit. Pour déposer le cargo. Alors je parlais de obscurité. L'obscurité à Pyro dans les stations, c'est à l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur, parce que franchement, là, on n'y voit rien. Je sais pas si c'est un bug, honnêtement, d'éclairage avec des lumières qui devraient être allumées, qui le sont pas, ou si c'est par défaut, je m'en souviens plus, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps à Pyro avant, quand Pyro était sorti. Mais bon, faut bien dire que Pyro reste un système qui est beaucoup moins développé en termes d'activité que, malheureusement, que Stanton. Donc maintenant, on a plutôt tendance à revenir vers Stanton et puis vers Nyx pour la nouveauté. C'est dommage que Pyro n'ait pas été aussi depuis chargé en activité que Stanton. Voilà, Stanton par exemple, c'est vrai qu'on a les missions Onyx. À Pyro, à mon souvenir, il n'y a pas de mission Onyx. Je trouve qu'il y a pas mal de missions qu'on a à Stanton et qui sont pas proposées dans Pyro. Donc il y a plus de diversité. Dans Stanton. Ça plus le fait que Pyro est un système qui est beaucoup plus grand et qui donc nécessite plus de temps pour jouer, parce que pour se déplacer entre les planètes c'est plus long. Et ça fait qu'il y a moins de joueurs. Et évidemment, quand il y a moins de joueurs, c'est aussi moins vivant un système. Quand on est sur une station sur Stanton, quand on est sur Port Ressler, sur Evrus ou sur Seraphim, on croise toujours du monde, on voit qu'il y a de la vie. Quand on est sur Pyro, sur Windstation ou sur... j'ai oublié comment s'appelait l'autre, c'est vrai que c'est un peu mort, quoi. On croise personne.
et on croise personne dedans et on croise personne dehors. Sur une station de Stanton, on croise toujours quelques vaisseaux qui arrivent, quelques vaisseaux qui s'en vont. Là, autour de Wind Station, en arrivant, comme j'ai pas mal cherché la zone de dock, j'ai tourné autour pendant peut-être 10 minutes. On n'a croisé aucun vaisseau. Ou alors j'ai pas vu, mais il me semble n'en avoir vu aucun. Et ça, c'est malheureusement la preuve que c'est un système qui n'a pas beaucoup de succès. Peut-être que les joueurs sont un peu réticents à aller dans une zone PVP aussi. Il y a cet aspect-là. Moi, j'ai jamais eu ce problème sur Piron. J'ai quand même passé pas mal de temps, y compris pour faire du hauling, et j'ai peut-être été attaqué une fois, sur peut-être une cinquantaine d'heures. Voire plus d'ailleurs. Donc, ouais, j'ai vraiment pas le sentiment que c'est une zone très, très dangereuse. Il y a peut-être quelques spots un peu chauds, mais j'y suis jamais tombé, faut croire. Oui, il y avait une fois où j'avais vu qu'il y avait un peu d'action à la destination d'une mission de hauling, mais ça se voyait de loin qu'il y avait de l'action, du coup j'étais reparti, et puis ça c'était... Du coup j'avais pas eu de problème. J'avais regardé des gens s'entretuer sur Terre, enfin sur la planète. C'est peut-être sur Bloom. Voilà, en tout cas c'est une très bonne nouvelle hein, que le Ironclad soit débugué pour ce qui concerne les problèmes de Quantum. Alors, tout n'est pas débugué puisque ce qu'on a vu, j'en ai pas parlé, mais je l'ai remarqué au fur et à mesure de cette mission, c'est qu'en revanche le problème de variation de pression à l'intérieur n'est pas du tout résolu. Au sens où on monte facilement à 90 000, 100 000 hectopascales à l'intérieur du vaisseau. Donc il restera indispensable d'être sans casque à l'intérieur du vaisseau. Il faudra continuer de penser au fait que si on veut faire de la mission en Ironclad, il faut absolument enlever son casque dès que on rentre dans le vaisseau. Par exemple, si on est en train de faire une sortie en EVA et qu'on est obligé d'avoir le casque quand on rentre dans le vaisseau, il faut vite enlever dans les 2 secondes qui suivent l'entrée dans le vaisseau. Faut juste vite enlever le casque. Mais bon, finalement, quand on prend le coup, c'est pas vraiment un problème, hein, on y pense. Moi, là, j'ai jamais eu, depuis que je le sais, ce truc-là, je suis jamais mort. Hein. J'y prête attention. J'ai un pistolet de soin et ça se passe bien. Au pire, si on est quelqu'un de plutôt distrait, on met un Ursa Medivac à l'intérieur. Ça doit coûter 50 000 AUSC en jeu. On le range au fond du Ironclad. Et si on meurt, on repop à l'intérieur. C'est ce que j'avais fait pendant les toutes premières sessions avant de comprendre le coût du fait qu'il fallait enlever le casque. C'est toujours un filet de sécurité d'avoir le Medivac dans le vaisseau. Voilà, on arrive au bout de la mission. On aura vendu, on aura déposé les fournitures agricoles, les fournitures médicales et le iodine, je sais pas trop ce que c'est. Oui, évidemment, là, le Ironclad était un peu overkill par rapport à la quantité de cargo que j'avais à transporter. Pour une mission à 440 SCU, ça aurait très bien pu se passer avec un C2 par exemple.
mais d'abord j'ai pas de C2 et ensuite c'était un excellent moyen de tester la résolution des bugs du Ironclad. Et donc là, de ce côté-là, je suis extrêmement satisfait. Bug résolu, n'en déplaise à beaucoup. Enfin, les plus gros, les plus gênants, quoi. Alors là, on fait un petit peu le point sur les réputations. Je suis à la fin du rookie. Est-ce que ça va permettre de passer au niveau de réputation suivant? Chez Redwin. Voilà, on range le Ironclad. Et donc niveau réputation, qu'est-ce que ça va donner? On a bien réussi la mission. Ah oui, je voulais regarder le paiement. Et c'est pas inscrit combien paie ce contrat. Donc j'ai même pas vérifié si c'était 250 000, 300 000. J'ai pas fait attention. Voilà, on fait le petit plan extérieur. Je galère un peu d'ailleurs. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. L'Interstellaire fonctionne, le Ironclad est réparé, à part l'histoire de casque. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Au revoir.